Bienvenue pour Ici l'Europe. Après une semaine où Bruxelles, la capitale de l'Europe, a été ensanglantée par un attentat tragique, nous recevons les grands témoins de ce drame. C'était tout juste 4 mois après les mêmes événements, même attentat à Paris. Et pour commencer, nous sommes évidemment en compagnie de l'ambassadeur de Belgique en France, Vincent Mertens de Villemars. Bonjour. Bonjour Annette. Alors, François Hollande vous a rendu visite dès le mardi. La décision d'ailleurs du président, c'était que partout en France, les drapeaux soient en berne jusqu'à vendredi. Vous avez ressenti cette empathie, cette compassion, une espèce de communauté, de destin tragique avec les Français? Pas immédiatement, parce que les faits vous saisissent de façon inattendue. C'est le propre de ces actes terroristes, donc on met un certain temps à réaliser ce qui se passe. Et dans ce laps de temps, il y a eu un mouvement en France qui s'est développé très rapidement de solidarité. Vous l'avez vu en rentrant ici, la grille est couverte de fleurs et de messages des Français, des Parisiens, très émouvant parce qu'on sent que ces personnes ont connu le même drame. Ont senti dans leur chair, dans leur âme, ce qu'on a détruit. Et en effet, comme vous dites, très rapidement, les autorités françaises, mais le président lui-même s'est manifesté, est venu dans cette ambassade signer le registre de condoléances. Donc je crois que l'idée était en effet de souligner que la souffrance est commune, que la détermination de lutter contre cette injustice, contre l'indicible, l'inadmissible est commun. Et dans ses interventions, il a très fortement mis l'accent sur l'action européenne, justement. Pourtant, vous n'hésitez pas à déclarer, comme Paris était un échec, ceci est un échec terrible. Il y a eu un travail de police extraordinaire depuis les attentats de Paris, mais à quel moment il aboutit? Est-ce qu'il aboutit à temps? À Bruxelles, il n'a pas abouti à temps. Non, ce que je veux dire, c'est que quelque chose comme cela puisse se passer est un échec. Le seul qui réussit là-dedans, c'est le terroriste. On n'est pas parvenu par des circonstances de société, par des circonstances de police, par des circonstances d'assimilation, d'intégration de cette population à veiller à ce que le mal suprême ne se passe pas. Ça, c'est un échec. Des fautes, je ne sais pas, qu'il y ait des choses à améliorer, certainement. Je crois qu'il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé au niveau de la sécurité, au niveau du travail et des décisions au niveau européen, aussi au niveau de l'intégration, au niveau social, au niveau de la lutte contre la criminalité. Alors justement, vous commencez à parler de la sécurité, en particulier de la fameuse frontière franco-belge. Est-ce que vous sentez qu'elle avait été renforcée suffisamment depuis les attentats de Paris, puisqu'on sait bien que finalement elle fait office souvent de route pour ces apprentis djihadistes? Je ne crois pas dans la fermeture de la frontière. Je crois profondément dans l'accord de Schengen et cette ambition de l'Europe, pas de gommer les frontières, mais de supprimer les contrôles aux frontières. Ce qui s'est passé, c'est que les mesures de compensation pour l'élimination des contrôles aux frontières, peut-être ne se sont pas développées assez rapidement et n'ont pas été assez élaborées. Ce qu'on a vu, c'est en effet le travail entre la police, le travail entre les services de sécurité peut être amélioré, entre la Belgique et la France, mais aussi avec les autres partenaires. Tous les contacts qu'ont eu... Là, vous parlez des services de renseignement, dont on dit qu'ils sont jaloux de leur renseignement, de leur souveraineté nationale, et que ça ne fonctionne pas encore, ni en bilatéral, ni en multilatéral, au niveau du renseignement européen. Je suis très déçu. Vous savez, ces décisions de travailler ensemble ont été prises dans le cadre de l'accord de Schengen. Donc on parle de la fin des années 1990, je crois. Là, il y avait des décisions de faire des mesures, de prendre des mesures et de faire des législations, des pratiques en matière de justice et en matière de police. En matière de justice, ça se passe assez bien. Adeslam sera porté en France assez rapidement. Dès que la police belge aura compris son implication dans les derniers attentats,
il sera remis à la France. Par contre, la coopération entre les services de sécurité ne fonctionne pas très bien. Mon Premier ministre a plaidé à un moment donné pour instaurer une CIA européenne. Et il a eu des tas de critiques là-dessus en disant finalement qu'il était trop ambitieux. Je crois qu'il faut bien comprendre son message. Son message est de dire que le niveau de coopération actuel est inadéquat. Il faut avancer. Revenons quand même au franco-belge qui a subi quand même quelques couacs, on va dire. Est-ce que vous avez été par exemple blessé par les propos de Michel Sapin, le ministre des Finances français, lorsqu'il a parlé de la naïveté belge concernant la montée du djihadisme dans certains quartiers? Je n'ai pas entendu M. Sapin et je ne sens pas les circonstances dans lesquelles il a exprimé cela. Quand j'ai vu la phrase qu'il a prononcée, elle est relativement prudente et elle n'est probablement pas très éloignée de ce que je pense moi-même. Je crois que ce n'était pas tout à fait adéquat de mettre le doigt sur Molenbeek, qu'il aurait pu parler de façon plus générale. Les problèmes que vous avez en France, que nous avons en Belgique, sont d'une similarité surprenante. Il a pointé une faiblesse à un moment qui n'était pas tout à fait adéquat. Alors qu'est-ce qu'on peut faire justement pour des communes comme Molenbeek, désignées, vous le dites très souvent, comme plaque tournante du djihadisme? Qu'est-ce qu'on peut faire qu'on n'ait pas déjà essayé? Une des choses qu'on pourra faire et qu'on devra faire est un encadrement comment dire, de tout ce qui se passe dans l'environnement musulman, ce qui se passe dans les mosquées et autour des mosquées. Nous avons réglementé d'une façon ou d'une autre, en France comme en Belgique, ce qui se passe dans les églises et ce qui se passe dans les écoles. Or, nos mosquées sont l'équivalent d'églises et, dans un certain sens, de certains cours d'une certaine école. Nous devrons décider, pour ce cadre-là, prendre les mêmes décisions que nous on a prises pour les écoles catholiques ou pour les écoles juives et tout cela. Nous devrons essayer de lutter contre l'extrémisme qui sévit là-bas et qui s'impose comme une certaine correction politique vis-à-vis des autres tendances musulmanes. Merci Monsieur l'ambassadeur de cet entretien. Nous allons rejoindre un autre invité dans quelques minutes, un ancien Premier ministre belge. Mais d'abord, rappelons ce qui s'est passé jeudi dernier. En effet, les 28 ministres de l'Intérieur et de la Justice se sont réunis à Bruxelles pour tirer toutes les leçons de ces attentats. On regarde tout de suite ce reportage. Une réunion des ministres de l'Intérieur 48 heures à peine après les attentats de Bruxelles. Pour les 28 pays de l'Union européenne, il s'agissait de mieux coordonner les efforts dans la lutte contre le terrorisme et selon Bernard Cazeneuve, mettre fin au trafic d'armes reste une priorité. J'aimerais rappeler l'importance de la question des armes à feu. La France a demandé une révision et sur ce sujet, le maintien du statu quo est tout simplement inacceptable. Paris espère parvenir à un accord d'ici juin qui permettrait de modifier une directive européenne sur les armes à feu qui remonte à 1991. Autre question abordée par les ministres, le désormais célèbre PNR qui établirait une base de données européenne de tous les passagers aériens. Un projet qui traîne des pieds depuis 2011, mais les pressions se multiplient désormais pour qu'il soit adopté lors du prochain vote au Parlement européen qui se tiendra en avril. Ces attentats montrent que nous devons échanger nos informations avec encore plus d'habileté et qu'il faudra très prochainement mettre en place le PNR européen. Il faut que cette législation passe rapidement afin de combattre le terrorisme. Les ministres se sont également penchés sur la modification du code Schengen, sur le partage d'informations et de renseignements et sur la création d'une task force européenne pour lutter contre les faux passeports. Tant de points abordés, mais aucune prise de décision concrète pour une réunion certes nécessaire, mais qui n'aura au final pas vraiment fait avancer les choses. Et pour continuer à discuter de tout cela, nous recevons maintenant un autre invité belge. Il s'agit d'Yves Leterme. Bonjour Monsieur Leterme. Je rappelle que vous avez été à plusieurs reprises Premier ministre entre 2008 et 2011, chrétien-démocrate flamand. Et vous étiez d'ailleurs touché par la crise qui a eu lieu, crise politique, entre Wallons et Flamands. Alors aujourd'hui,
Vous vivez entre Stockholm, on le voit un petit peu à Paris, un petit peu à Berlin, un petit peu la côte belge, et vous travaillez pour une organisation qui emploie 200 personnes, l'Institut IDEA pour la démocratie et l'assistance électorale. Alors, on a parlé de ce Conseil des ministres de l'Intérieur une nouvelle fois pour redire un peu les mêmes choses, à savoir que d'abord, il y a urgence à endiguer le trafic d'armes et à rénover cette fameuse directive, interdire par exemple l'utilisation des armes semi-automatiques. Est-ce qu'on ne progresse pas en Europe à cause des lobbies ? Les causes exactes, il faudrait regarder de plus près, mais je crois que l'important, c'est que l'Europe doit se réaliser. Je crois que nous devons tous nous réaliser que nous sommes à un point vraiment crucial. L'intégration européenne, c'est peut-être ce qui s'est passé de plus positif durant le dernier siècle. Mais là, on voit qu'il y a vraiment lieu de ce que j'appellerais d'enlever les ambiguïtés. Nous avons une monnaie, l'euro, mais pas de politique économique commune. Nous avons une citoyenneté européenne, mais pas de défense des frontières en commun. Donc, ce genre d'ambiguïté doit être soulevé. Et donc, il en va de la crédibilité de l'Europe, là. Et donc, nous ne sommes pas des Américains. Par exemple, au regard des armes, en effet, légiférer, ça vous paraît logique? Ça me paraît logique. Il ne faut surtout pas suivre l'exemple américain. Je crois d'ailleurs que de plus en plus de gens aussi aux États-Unis veulent limiter la libre circulation des armes qui existent là-bas. Donc, en effet, il faut limiter, il faut légiférer, mais je crois que les États membres aussi doivent se réaliser qu'il n'y a qu'une approche possible efficace, c'est l'approche commune intégrée, naturellement avec des contrôles de suivi dans chacun des États membres. Il faut exécuter de façon loyale la législation européenne, mais il faut un nouvel équilibre entre liberté, les droits et les devoirs des citoyens, plus de sécurité. Alors, lors de ce Conseil des ministres de l'Intérieur, a été réaffirmé qu'une des priorités, mais c'était déjà le cas à votre époque, c'est le fameux PNR, le fichier des passagers aériens qui devrait permettre de collecter des données personnelles stockées par les compagnies aériennes. Pression maximale sur le Parlement européen pour qu'on le vote rapidement. Et jusqu'à présent, ça n'a pas marché. Enfin, je me rappelle très bien, il y a 5-6 ans, lorsqu'on assurait avec la Belgique, on occupait la présidence de l'Union européenne, c'était déjà un dossier qui était sur la table. Il s'agit de la vie privée, protection de données privées, et d'autre part la sécurité. Mais je crois là qu'il vraiment, il faut y aller, il faut voter cette directive, il faut mettre en place ce système PNR. Je me suis réjoui d'ailleurs des déclarations de Manuel Valls, qui en tant que socialiste a aussi appelé les socialistes et les Verts vraiment à voter et à débloquer les dossiers. C'est vraiment très urgent. Alors les Français se sont félicités aussi qu'on ait adopté à leur demande une modification du code des frontières Schengen qui oblige un contrôle systématique des citoyens européens qui entrent et qui sortent de cet espace de libre circulation. Schengen est à rude épreuve. Le concept même de Schengen. Le concept même de Schengen est à rude épreuve. Je crois encore une fois, là, il faut soulever les ambiguïtés. On ne peut pas avoir une citoyenneté européenne. On ne peut pas parler d'un espace de libre circulation si les frontières ne sont pas bien protégées. Et si certains États membres ne sont pas à même de le faire, État de la zone Schengen, il faut une force européenne qui le fasse. Il faut mettre en commun les moyens afin de protéger cet espace. Et je crois qu'on a trop longtemps, dit d'une part qu'on allait le faire, mais d'autre part, ce n'était pas appliqué. Aussi dans des situations dramatiques, je me rappelle le projet Frontex, qu'on a diminué les moyens du projet Frontex qui devait protéger la frontière dans le bassin méditerranéen. C'est ce genre de décision qui doit vraiment être évité maintenant. Il faut aller de l'avant. Naturellement, ce n'est pas évident. Au niveau du Conseil, il faut avoir l'unanimité, il faut un consensus. Chaque fois, il faut avoir l'accord de tous les États. Et donc, c'est très difficile au niveau du processus décisionnel, mais je crois qu'il en va de la sécurité des citoyens. On voit à l'occasion de ces nouveaux attentats que certains pays referment la porte, en particulier aux réfugiés. On pense à la Pologne, qui, dirigée par des ultra-conservateurs, a déclaré qu'elle n'en prendrait plus aucun réfugié syrien. Et elle lie donc deux choses qui n'ont pas forcément à voir, terrorisme et droit des réfugiés, droit d'asile. Oui, c'est vraiment un amalgame qui fait preuve d'une position politique, je trouve, au niveau éthique, pas soutenable. Il faut y avoir une solidarité européenne, et particulièrement les pays de l'Europe centrale et de l'Est ont, à juste titre d'ailleurs, ont profité de cette solidarité européenne au niveau économique, au niveau social, libre circulation. Donc je crois qu'ils doivent prendre leur part des charges liées à ce dossier. Et donc cette position du gouvernement polonais, je crois, n'est pas la bonne attitude. Est-ce que vous avez l'impression que ces attentats vont renforcer l'Europe parce qu'il y a un effet de cohésion, il y a un effet on resserre les rangs, ou au contraire l'affaiblir parce que ça va donner lieu à une montée des populismes, notamment xénophobes?
Mais je crois que les dirigeants européens doivent très bien se réaliser qu'au niveau des citoyens, je crois qu'il y a deux sentiments. D'abord, il y a une certaine inquiétude, voire peur pour l'intégrité physique dans nos villes. Les gens ont parfois peur, ont de grands soucis. D'autre part, il y a un grand élan de générosité, de solidarité, et il y a une volonté de coexister, de vivre ensemble. Et il y a cette volonté aussi de plus de coopération au niveau européen. Je suis persuadé que les gens veulent ça, mais d'un autre côté, il faut vraiment prendre au sérieux cette coopération européenne, surtout au niveau de la sécurité. On ne peut pas être comme ça au milieu, avoir des ambiguïtés. Yves Le Terme, je rappelle qu'à la tête de l'Institut IDEA, vous publiez donc ce livre, vous sortez récemment « Transition démocratique », pour rappeler l'importance de cette démocratie. Et en effet, est-ce qu'elle n'est pas aujourd'hui mise à mal quand vous parlez de plus de sécurité? Est-ce que ce n'est pas au détriment toujours des libertés publiques? Est-ce qu'on doit, nous, Européens, accepter d'être systématiquement fichés, écoutés? Mais je dirais que c'est un examen de conscience collectif qu'on doit faire. On a quand même une avancée énorme au niveau de la libre circulation. Il n'y a plus de frontières. L'Europe nous a donné tellement. Alors je crois pour la sécurité personnelle, il faut pouvoir faire quelques sacrifices. Et je crois qu'on doit pouvoir accepter qu'on ait un peu plus de contrôle. Encore une fois, protéger les gens, la sécurité des gens, c'est la tâche numéro 1 de l'autorité publique. Donc c'est une priorité. Même au niveau des politiques budgétaires, il faut éviter de faire des coupes sauvages dans les moyens pour les services de sécurité. Je crois aussi que c'est là la demande de la population. Merci à vous d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez bien sûr sur notre antenne, sur France 24, pour plus d'informations.